Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette convention du groupe François Ier. Je m'appelle Stéphane Thébault et depuis maintenant une vingtaine d'années, je m'intéresse à tout ce qui tourne autour du patrimoine, de l'architecture, du beau, du bien-être de manière générale dans l'habitat à travers une émission de télévision baptisée dans un premier temps Question Maison, puis La Maison France 5 et à partir du 16 avril prochain, M comme Maison sur C8 et c'est donc tout naturellement que j'ai répondu favorablement à l'invitation de Christophe Barillet, le président fondateur du groupe François Ier. Bonjour. Bonjour Stéphane. Christophe. Alors c'est une convention que vous avez l'habitude de proposer 2 fois par an, c'est cela ? Voilà, 2 fois par an, donc une première fois à l'occasion, on va dire, de ce début d'année, alors là c'est, on va dire, à l'occasion de ce premier trimestre, et puis une seconde fois, donc après l'été, en septembre, pour reproposer donc une nouvelle offre de fin d'année. Alors l'exercice est un petit peu différent cette fois-ci, d'habitude vous faites des conventions de manière physique, je dirais, face à face avec vos interlocuteurs. Pour une fois, nous serons avec des écrans de télévision, avec quelques ordinateurs et beaucoup de techniciens autour de nous pour proposer cet exercice qui va revenir sur ce qui a été réalisé sur l'année 2020 et bien sûr sur la proposition que vous effectuerez en 2021. Mais avant cela, on se fait une petite rétrospective sur l'année 2020 pour savoir exactement où vous en êtes. Parlons de travaux. Est-ce que tout s'est bien passé ? Voilà, donc 2020, on rappelle quand même une année très particulière pour les travaux, puisque donc, cette situation de crise sanitaire nous a obligés 3 mois réglementairement donc, à fermer, à arrêter les travaux. Mais pour autant, nous avons donc réussi, vous allez voir, donc, à maintenir un rythme de travaux. Et ça, voilà, c'est certainement la performance que nous avons donc, réussi à mener sur cette année 2020. Donc concrètement en images, comment l'exprimer ? Nous partons à Avignon dans un premier temps. Voilà, exactement. Donc sur Avignon, s'il faut en faire une démonstration, Avignon avec notre projet de la Cour des Dons, 68 logements. On voit ici de manière cerclée en jaune la situation de la Cour des Dons, véritablement donc attachée au Palais des Papes. L'emplacement est tout juste exceptionnel. Voilà, et donc eh bien, vous allez voir dans la photo suivante, eh bien, voilà, nous avons réussi donc, à maintenir ce rythme de travaux, puisque donc, vous voyez la présence de la grue dans cette cour centrale et l'apparition, on va le voir après, mais de ces premières maisons voilà, qui sont montées sur le toit. Vous avez créé une surélévation sur le bâtiment. Exactement, donc une vraie surélévation qui amène donc à la création d'appartements duplex et qui vont permettre d'un côté eh bien, de voir en direct le Palais des Papes et de l'autre côté on sera directement avec une vue sur le Rhône et sur la ville. Gros travail sur la hauteur, gros travail également en ce qui concerne les entrailles du bâtiment. Exactement, donc là vous voyez ici le curage des étages et qui révèle et bien évidemment des choses vous voyez, architecturales très intéressantes avec ces voûtes, avec ces grandes hauteurs. Là, on devine assez aisément, si vous voulez, la réalisation de très très beaux logements. Projet d'envergure puisqu'il y a 68 logements qui seront proposés à Avignon. On passe maintenant du sud au nord et nous nous rendons à Roubaix pour découvrir la résidence Barbieux. Voilà, la résidence Barbieux qui s'installe dans l'ancien hospice de la ville, l'hospice Barbieux, où nous allons réaliser 65 logements. Et là aussi, nous avons pu maintenir donc, un rythme de travaux, puisque vous voyez le bâtiment aujourd'hui totalement curé. Nous avons vidé et vidé donc l'ensemble des parties du bâtiment. Quand on parle de curage d'un bâtiment, c'est quoi ? C'est l'assainir, tout simplement. Exactement, c'est l'assainir et c'est une partie très, très importante dans notre métier, puisque c'est le moment, c'est un point d'arrêt, si vous voulez, c'est là où nous pourrions en tout cas peut-être voir de nouvelles pathologies des bâtiments. Donc c'est toujours un instant très, très intéressant dans notre métier avant d'engager, on va dire définitivement, donc l'ensemble des travaux, en commençant évidemment par le lot du gros œuvre qui s'installe en premier lieu sur nos chantiers. Un premier coup de cœur. Et il y en aura d'autres, mais je vous emmène à Oléron pour découvrir la Maison Heureuse. Voilà, Maison Heureuse donc, est un projet qui nous anime depuis maintenant 6 ans, où nous avons là aussi réussi donc, à maintenir ce programme de travaux. Donc c'est 70 logements qui sont attendus, et on va le voir dans ces quelques images. Voilà, nous avons réussi là aussi donc, à curer le bâtiment et à déjà intervenir, vous le voyez, à travers quelques engins. Donc voilà, sur 2020, nous avons réussi, même si évidemment nous avons été, on va le dire, freinés, évidemment, par cette crise sanitaire, mais nous avons très vite retrouvé un rythme de travaux. On a du mal à s'imaginer l'état dans lequel vous découvrez le bâtiment la première fois que vous venez pour opérer. Il y a d'autres pensionnaires, j'imagine. Exactement, il y a d'autres pensionnaires. C'est-à-dire que là, si on prend donc, sur cette Maison Heureuse,
C'est un bâtiment qui n'avait plus d'affectation depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'on a trouvé d'autres pensionnaires de type quelques goélands, quelques chauves-souris, etc., etc. Donc voilà, il faut composer avec, puisque ce sont des espèces protégées, évidemment. Et donc nous sommes en train de travailler en ce moment voilà, à l'élaboration du projet en tenant compte de ces espèces protégées. Nous quittons l'île d'Oléron, nous revenons sur le continent. Nous sommes à Guérande, dans l'ancien couvent des Ursulines, où vous allez réaliser 44 logements. Voilà, donc ce couvent, couvent daté du 18e, une très très belle pièce de cette presqu'île de Guérande, où nous allons réaliser ces 44 logements. Et nous avons donc là aussi engagé les travaux, comme on le voit à travers ces photos, curé totalement le bâtiment, vous voyez, pour laisser apparaître notamment de très belles charpentes. Voilà, donc ça c'est aussi donc, une partie très intéressante de cette opération. Les travaux sont bien lancés, mais en 2020 et 2021, il y aura déjà quelques livraisons à opérer. On va commencer par une ville située entre Gap et Briançon. Nous sommes à Embrun. Voilà, donc en 2020, eh bien, nous avons donc opéré la livraison, la réception de cet ancien palais épiscopal, où nous avons réalisé donc 30 logements. Donc on voit, vous voyez, cette grande façade avec ces 2 avant-corps. Et surtout, on le voit donc à travers ces photos, évidemment, ces jolies teintes voilà, ocre qui sont venues, si vous voulez, se placer et redonner vie donc, à cet ensemble immobilier. Il ne peut pas passer inaperçu. Est-ce que les tonalités que vous avez choisies en façade sont les tonalités d'origine du bâtiment, ou est-ce que vous êtes parti sur quelque chose de plus personnel? Alors, elles sont d'origine, elles sont pour marquer, si vous voulez, les différentes empreintes de construction du bâtiment, puisqu'on a 2 époques. On a une époque 16e qui est plutôt dans une partie centrale, et puis on a cette partie 18e qui est plutôt latérale. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé donc ces 2 teintes qui nous ont été préconisées par la DRAC, par la Direction régionale des affaires culturelles. Des courants d'époque, mais des courants culturels aussi, parce qu'il peut y avoir des tonalités un peu italiennes sur la façade avec ce jaune. Exactement, voilà. Je pense que c'est effectivement la reprise qui a souhaité la DRAC sur ce projet. Nous repassons du sud en remontant vers le nord. Nous nous arrêtons à Mâcon avec la Charité Soufflot. Voilà, donc sur Mâcon, là aussi, donc une livraison 2020, où nous avons livré ces 64 logements de cette ancienne charité construite, imaginée par Soufflot, puisque Soufflot était bourguignon, je le rappelle, voilà, où nous avons voilà, ces fabuleuses façades qui ont été réalisées. Donc là, c'est une réception qui était donc en fin d'année 2020. Gros travail sur la restauration des huisseries, gros travail également en intérieur pour garder les éléments les plus prestigieux. Exactement, voilà la reprise en totalité évidemment de l'escalier. Vous voyez cet escalier majeur, monumental, avec ces rampes ferronnées, et puis toutes ces parties intérieures que nous sommes venus recréer à travers, évidemment, là, on le voit ici, la présence de sols en damier par exemple, la reprise de certains éléments comme les cheminées. Voilà, en tout cas, donc l'opération aujourd'hui est livrée et est prête à recevoir ses premiers résidents dans ces quelques jours. On peut faire un premier constat entre ce qui est en travaux actuellement, ce qui a été livré ou ce qui va être livré dans les prochains jours et surtout l'offre 2021. C'est colossal l'offre de logements que vous proposez par an. Exactement. Aujourd'hui, on commence à trouver donc un véritable poids, si vous voulez, puisque donc entre la conception, c'est-à-dire l'offre 2021 dont nous allons parler tout à l'heure, la réalisation des travaux qu'on a vus et la livraison, c'est aujourd'hui donc une production de près de 1000 logements par an qui désormais donc accompagne les équipes de François Ier. Et sur la livraison de 2021, il y a 2 réalisations importantes qui sont très attendues cette année. Voilà, donc en premier lieu, cette première livraison attendue dans ces prochaines semaines, c'est le couvent de la Visitation dans la ville du Mans, 44 logements. On voit à travers cette photo que nous sommes déjà très avancés, puisque nous avons déjà livré les parties communes, les façades, les toitures, voilà, et donc également le parvis. Et ça veut dire que les parties du rez-de-chaussée reçoivent déjà voilà, la présence de commerce. Et donc nous sommes, nous, sur les derniers moments de finition sur la finalisation des 44 logements dans les étages. L'étendue des travaux, c'est encore une fois très très important, parce qu'on voit que c'est effectivement du sol au plafond que vous intervenez, avec à chaque fois des artisans qui ont un véritable savoir-faire. Voilà, un véritable savoir-faire. Et là, on voit, vous voyez, toute la force, notamment de la toiture, qui a totalement été reprise, avec son épi, avec ici son clocheton. Enfin voilà, là, on a un travail vraiment à la fois d'une grande précision, si vous voulez, et qui n'a pu être exécuté que par de véritables sachants, si vous voulez, parce que là, on avait une technicité très importante.
Alors, restons sur le secteur géographique. Nous passons d'ouest en est maintenant. Nous arrivons à Dijon. On se croirait pratiquement aux Hospices de Beaune avec cette toiture. Exactement. Nous sommes à Dijon. À Dijon, voilà, avec cette toiture vernissée, représentative de toute la campagne hospitalière bourguignonne. Et nous sommes donc, normalement en livraison à partir du mois de juin, donc dans quelques semaines, dans quelques mois, où nous allons livrer ces 93 logements attendus et qui, je le rappelle, donc, vont venir compléter la réalisation de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui viendra donc se réaliser d'ici 2 ans. Et donc, nous, on va dire qu'on a un tout petit peu d'avance vis-à-vis d'eux, puisque nous, en ce qui nous concerne, dans quelques mois, nous allons livrer ces 93 logements. Démarrage de travaux prévus en 2021, 3 opérations majeures qui débutent leurs travaux cette année. Tout d'abord Compiègne, avec l'ancienne surintendance du Roi. Voilà, une opération qui a trouvé sa commercialité en 2020 et qui nous permet donc en 2021 d'initier le programme travaux en démarrant par ce que nous appelons les travaux préparatoires. Donc il va s'agir d'évacuer beaucoup de choses, de mettre à nu pour donc permettre la partie curage ensuite du bâtiment qui viendra se réaliser dans un deuxième temps. Mais c'est vrai, donc à partir du mois de septembre 2021, eh bien, nous avons l'intention là aussi de démarrer nos travaux sur cette ancienne surintendance du Roi qui devrait donc faire aboutir les 92 logements attendus. Une opération comme celle-ci, elle est toujours forcément très attendue par une ville. C'est travailler sur un bâti existant plutôt que d'aller construire en périphérie et permettre à des gens de s'installer dans un bâtiment qui, déjà d'une part, historiquement parlant, a du sens et a surtout quelque chose d'esthétique. Exactement, voilà, donc la ville là, attend ce programme, les riverains aussi, puisque c'est un bâtiment qui a longtemps, si vous voulez, été occupé, notamment par l'armée, si vous voulez, et donc était vraiment très sécurisé, donc qui finalement n'était que très peu connu des habitants de la ville. Et donc évidemment, aujourd'hui, tout le monde attend de manière assez impatiente la réalisation de cette opération. Tous les bâtiments ont une histoire et le bâtiment suivant en a une aussi. C'est le pavillon des Tamaris. Nous sommes à Incourt et nous sommes dans le Val d'Oise. Exactement. Nous sommes donc dans le Vexin. Et ce pavillon des Tamaris, donc, qui est un ancien sanatorium, lui-même donc aujourd'hui inoccupé depuis maintenant certainement une vingtaine d'années. Mais donc nous avons réussi donc à former ce projet de logement qui vient se réaliser en partie sur ces grandes terrasses qui sont aujourd'hui qui existent sur cette partie sud. Et donc là, c'est ces 66 logements qui sont attendus et qui, normalement, donc à partir du mois de septembre également 2021, devraient nous permettre donc d'initier toute la partie travaux concernant ces travaux préparatoires. Le bâtiment à fier allure et j'imagine la satisfaction de celles et ceux qui pourront demain vivre dedans. Exactement. Il est grand temps d'aborder maintenant l'offre 2021, si vous le voulez bien, et nous commençons par la ville de Nîmes, où vous allez intégralement restaurer l'hôtel Boudon. Voilà, donc l'hôtel Boudon, là aussi, on a donc démarré, c'est dans la campagne travaux, puisque donc nous avons commercialisé cette opération donc, sur l'année 2020. Et donc, à partir du mois de septembre, nous serons là aussi donc, en mesure d'entamer toute cette partie de travaux, notamment sur les travaux préparatoires. Nous allons maintenant dans la ville de Narbonne nous intéresser à un monument historique. 3 monuments historiques ont retenu votre attention. Narbonne, c'est une ville de 128 000 habitants. En ce qui concerne l'agglomération, ce sont 2 millions de touristes par an. Il y a forcément la gare TGV, l'accès aux plages juste à côté à seulement 20 minutes. En clair, c'est un petit coin de paradis avec la ville de Gruissant juste à côté. C'est un monument historique qui a retenu votre attention, qui se trouve aux 4 quais d'Illon. C'est vraiment dans l'hypercentre, c'est à 200 mètres du Palais des Évêques, c'est directement sur le canal de la Robine. C'est, je crois qu'on peut le dire, un des bâtiments emblématiques de la ville et de l'Occitanie de manière générale. Voilà, donc l'ancienne charité, eh bien, si on en donne un petit peu sa description, c'est un ensemble daté donc, du XVIIIe siècle. C'est un bâtiment, il faut le rappeler, qui a d'abord été construit donc, pour soigner. Et donc l'effet de cette conception, eh bien, c'est qu'on retrouve de grandes ouvertures. C'est la caractéristique de ces bâtiments donc, qui étaient pensés, si vous voulez, pour amener beaucoup de lumière et beaucoup de respiration dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, évidemment, ce sont des effets qui ont plutôt tendance à nous profiter, puisque ça veut dire que quand on va pouvoir concevoir des logements, eh bien ces mêmes logements vont pouvoir eux-mêmes, si vous voulez, profiter de beaucoup de lumière, de beaucoup de respiration. Et on peut affirmer qu'il y a là, si vous voulez, un prêt à vivre qui est vraiment très intéressant dans une reconversion en matière de logement.
Alors, ce bâtiment, si on le regarde un petit peu plus précisément, c'est un véritable quadrilatère. On a donc cette façade avant sur le quai qui est surmontée de ces deux pavillons et qui est complétée par deux ailes en retour qui, elle-même, si vous voulez, referme à l'arrière une façade arrière qui contient l'ancienne chapelle. Alors, comme on le voit ici sur cette vue aérienne, eh bien, ce bâtiment, si vous voulez, laisse la présence là d'une cour intérieure d'une grande qualité et surtout, on va dire, particulièrement apaisante. Ce sera un petit poumon de verdure à l'intérieur de sa maison. Exactement. Voilà. Donc ici, donc on a un aménagement typique d'une charité avec la présence de cette chapelle qui se met dans l'axe, si vous voulez, du bâtiment. Alors, il faut savoir une chose qui est intéressante, c'est que dans ce cas de figure, nous réussissons à concevoir ce qu'on appelle un parcours patrimonial, c'est-à-dire que une fois que cette opération sera donc achevée avec des résidents, nous permettrons, sous la conduite de la ville, et notamment peut-être de l'Office de tourisme, un certain nombre de jours de visites, de possibilités de visites, et ce qui permet donc de définir un parcours patrimonial. Et ce parcours patrimonial, il a un intérêt du côté aussi, on va dire, de nos investisseurs, puisqu'il leur permet à terme de pouvoir être exonérés totalement des droits de succession au moment de la transmission de leurs biens. Et ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire. Donc voilà, il faut avoir la possibilité de créer ce parcours patrimonial. C'est loin d'être évident, mais en tout cas, dans ce cas de figure, dans l'ancienne charité sur Narbonne, nous avons déjà eu, si vous voulez, les accords, notamment de la DRAC, sur la mise en place de ce parcours patrimonial. Le projet porte sur la réalisation de combien d'appartements ? Alors on le voit ici, donc 56 logements, des appartements donc conçus à travers donc, la présence de studios, de 2 pièces, de 3 pièces, et quelques 4 pièces qu'on va situer donc, en partie supérieure dans les étages. Et là on voit donc, sur cette vue 3D évidemment, mais voilà on imagine le bonheur assez simple vous voyez, de vivre face à ce quai. On a presque, oui, si on était à Paris, on serait un peu sur le canal Saint-Martin, voilà, et tout ça donc, dans un bâtiment emblématique avec ces grandes baies voilà, qui nous permettent d'apporter le maximum de lumière. Alors je mets le doigt sur les spécificités du projet, on travaille sur le volume, l'enveloppe qui vient entourer cette cour centrale, l'intimité bien sûr que proposera cette opération à ses futurs habitants et surtout le contraste entre le tumulte de la vie extérieure et la sérénité qu'offrira ce lieu une fois la porte cochère franchie. Après Narbonne, c'est à Metz que vous nous emmenez maintenant. Metz, c'est une métropole de 285 000 habitants. Nous sommes à 1h20 de Paris en TGV. C'est une ville qui candidate au classement UNESCO de par sa richesse patrimoniale. Nous sommes au 4 de la place des Charons. C'est là aussi dans l'hyper-centre-ville, à 2 pas de la place Saint-Jacques et ses nombreux cafés-restaurants et leurs terrasses. Et nous nous intéressons à l'hôtel de Burteigne. C'est une des plus belles demeures patriciennes de la ville, à coup sûr aussi une des plus anciennes. Voilà, donc l'hôtel de Burteigne qui donc a une naissance, on va dire, à partir de la Renaissance, même si c'est un bâtiment qui a été bien évidemment un peu remanié dans le temps, puisque 500 ans de présence, évidemment, il y a quelques obligations de remaniement. Mais comme on le voit sur cette photo, on trouve vraiment encore, si vous voulez, l'ADN de l'opération sur sa présence de la Renaissance, à travers, si vous voulez, la faible pente de toiture. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on est depuis la rue, on ne voit que la façade. Voilà, on n'a presque pas l'impression, si vous voulez, d'avoir une toiture. Et ça, c'était une marque, si vous voulez, de la Renaissance, puisqu'il fallait à l'époque, marquer, voir comme un tableau, voilà, cette façade, et non pas voir, si vous voulez, les toitures. Donc, on voit que ce bâtiment a encore gardé ce grand principe de vision de la façade. Il y a quelques traces de la Renaissance qui sont assez marquées quand même sur la façade ou sur certaines parts de bâtiments. Et voilà. Et donc on voit ici, vous avez 2 bandeaux formant donc un larmier. Donc un larmier, c'est une sorte de protection, si vous voulez, dans laquelle sont incrustées des figurines sculptées. On a aussi cette porte vraiment unique, installée comme ça sur son promontoire, formée par cet escalier pyramidal. Et donc cette porte elle-même ornée d'un fronton cintré sculpté. Et si nous allions voir ce qui se passe à l'intérieur ? Alors, à l'intérieur, on est vraiment là sur, indéniablement, si vous voulez, la présence de la Renaissance, puisque à travers cette galerie à arcade en anse de panier, on voit ici la première conception, si vous voulez, de la Renaissance, puisque c'est le premier moment où on construit non plus pour habiter,
ce qui a toujours été le cas précédemment, mais on construit ici pour exposer, pour dialoguer, alors là on retrouve des moments où par exemple on va exposer des sculptures, des poteries, enfin, voilà, donc c'est les premiers moments de la Renaissance où on fabrique de l'immobilier, de la construction en tout cas, autrement que pour habiter. Quel est le projet? 15 logements? Voilà, donc le projet va nous permettre de réaliser donc une quinzaine de logements, appuyés donc sur une variation entre les deux pièces et les 4 pièces, pour une livraison donc entendue, on va dire en fin 2024, début 2025. Et il faudra faire preuve d'une grande technicité pour redonner vie à cet ensemble. Nécessité bien sûr de faire appel à des corps de métier et des savoir-faire rares, mais c'est votre cas tout au long de l'année. Et c'est une véritable prouesse de faire cohabiter ce qu'il y a de plus ancien et le confort moderne. C'est aussi une de vos priorités aujourd'hui, et je le sais, dans le groupe François Ier. Nous retournons au Mans cette fois-ci, pour nous intéresser à cette ville, 210 000 habitants, 56 minutes de Paris en TGV, une ville qui ne cesse de se développer, notamment par son secteur tertiaire et sa proximité avec la capitale. Je vous emmène cette fois-ci au 18 rue de la Barillerie, c'est dans l'hyper-centre-ville, c'est niché aux abords de la place de la République, vous le voyez sur cette image, c'est la place névralgique de la ville, et c'est l'hôtel Coindon qui nous intéresse. C'est un magnifique sujet dont on devine la construction dans le courant du XVIIIe siècle. C'est une représentation parfaite d'un monument historique. Voilà, l'hôtel Coindon, si on en dit 2 mots sur le plan donc, architectural, eh bien, on a là le témoignage d'une architecture classique, 18e, c'est-à-dire une façade très, très ordonnancée, avec son avant-corps central surmonté d'un fronton. On a là donc une architecture vraiment très élégante, dépouillée, harmonieuse. Voilà, on a là vraiment une architecture classique 18e. Alors cette architecture, elle se complète puisqu'on a aussi la présence de garde-corps en fer forgé, des baies vraiment très très moulurées, très travaillées, et tout ça donc étant appuyé sur une construction en pierre de taille de tuffeau qui porte, on va dire, solidement l'édifice. C'est cette pierre calcaire qui a fait, bien sûr, part de toutes les constructions pratiquement dans cette région aussi, tous les bords de Loire aussi, mais bien sûr dans la région de la Sarthe. Voilà. Et donc en ce qui concerne toutes les parties donc, intérieures, on a, comme vous le voyez sur cette photo, la présence d'un escalier majestueux avec ces grands paliers de repos à chaque étage. On a aussi des éléments lambrissés à chaque niveau. Donc là, évidemment, il faudra prendre un soin tout particulier pour les remettre en jeu. Et puis, à travers ces photos, on croit pouvoir démontrer toute la lumière qui rentre dans ces logements, dans ce bâtiment, à travers ces grandes menuiseries. On voit aussi donc la présence de volumes très très généreux. Et alors, on a indiqué, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui en France, évidemment, mais si on était en Italie, on pourrait presque parler là d'effet de mètres cubes. Vous savez, dans les annonces en Italie, les annonces immobilières, par moment, quand on est à Venise notamment, eh bien, il y a les mètres carrés, mais il y a aussi les mètres cubes qui sont précisés, puisque évidemment, c'est pas tout à fait la même chose de vivre dans un espace à 2,20 m de hauteur ou 3,60 m. Exactement. Voilà, donc là, on va être sur une notion de mètres cubes, et donc aussi pour nous, évidemment, dans notre appréciation de travaux, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes artisans, c'est pas la même technicité pour travailler toutes ces différences de hauteur. On ne se pose pas la question de savoir si on pourrait installer un lit superposé dans un appartement réalisé dans cet hôtel Coindon. Est-ce que vous savez à peu près combien de corps de métiers différents vous faites intervenir sur chacun des projets ? Là, on a donc entre 20 et 30 corps de métiers différents. On a donc à la base à peu près une quinzaine, si vous voulez, de corps d'état séparés qui viennent travailler différemment, si vous voulez, ces aspects. Mais ces corps d'état séparés, eux-mêmes, ont besoin par moment, si vous voulez, d'une duplicité du savoir-faire. Et donc, on a à peu près une trentaine de corps de métiers, si vous voulez, qui viennent, si vous voulez, nous aider dans la réalisation de ce type d'opération. 8 logements seront proposés à l'intérieur de cet hôtel, du T2 au T4. Voilà, donc on a, vous voyez, on va dire c'est quelque chose d'assez petit en matière de surface, mais évidemment un soin particulier avec, comme on le voit ici, la présence notamment de très grandes et très larges cheminées qui, on le rappelle à l'époque, étaient, on va dire, le seul point évidemment de chauffage, d'énergie, d'où ces espèces comme ça de choses un peu démesurées. Ce sera plus une cheminée d'agrément, j'imagine, aujourd'hui, qu'une cheminée de chauffage. Alors, on devine un imposant travail de pierre pour redonner à ces façades le lustre d'antan de ces 4 façades, la noblesse des éléments intérieurs, vous les avez soulignés, et qui demande aussi un vrai savoir-faire dans la restauration et l'intervention
d'artisans qualifiés. Après les monuments historiques, on va s'intéresser à 2 opérations que vous proposez en loi Malraux. La première se situe à Nancy. Nancy, ce sont 260 000 habitants dans l'agglomération. Un habitant sur 5 est étudiant. C'est une véritable métropole de l'Est. Nous sommes au 6 rue des Sœurs Macaron, à 5 minutes à pied de la place Stanislas, la place la plus connue bien sûr de Nancy. Nous sommes à quelques encablures des universités et des grandes écoles. Et il s'agit là d'un petit immeuble de centre-ville que l'on imagine très bien se développer en profondeur. Je ne me suis pas trompé? Exactement. On voit ici, vous voyez, sur ce relevé-là du trait blanc, le bâtiment donc, se développer tout en profondeur, un bâtiment 19e et qui se distingue donc, par cette construction tout en profondeur et qui révèle, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, la présence en fait, d'une petite ruelle. Voilà, une ruelle. Elle est très jolie, tout en pavé, comme pittoresque. Ça. Alors voilà, c'est tout l'exercice, si vous voulez, qui est le nôtre aujourd'hui, puisque pour tout vous dire, aujourd'hui, ce pavé a disparu. Et ça va être notre métier, notre rôle, d'aller rechercher, si vous voulez, à travers peut-être même des cartes postales, à travers tout un certain nombre, si vous voulez, d'archives départementales, des archives aussi municipales. Voilà, à quoi ressemblait jadis, si vous voulez, cette petite ruelle. Le mur végétal existe aujourd'hui? Alors, il existe en partie, voilà, donc on va effectivement aussi le reprendre. Tout ça va faire partie de notre projet. On va reprendre, vous le voyez en fond d'image aussi, l'ancien puits, oui. Qui voilà, avait une fonction voilà, il y a 200 ans, évidemment. Alors, nous, voilà, on va lui redonner en tout cas cet aspect de puits et donc retravailler tout ce principe-là de ruelle. Voilà, donc là, on a vraiment un très beau projet qui nous attend ces prochains mois. Voilà, alors ensuite, donc évidemment, on complète puisqu'on est dans le secteur sauvegardé. Donc nous avons des attendus en matière d'aménagement intérieur, avec ici, on le voit sur cette image de l'état futur, donc un soin on va dire, à apporter, notamment là sur les cheminées, les remises en jeu des plafonds, des sols. 2 cheminées dans la pièce, on ne risque pas d'avoir froid. Voilà, donc c'est peut-être pas tous, mais sur cet appartement, c'est le cas. En tout cas, c'est une reproduction d'un appartement existant. Mais c'est vrai que, alors, pourquoi 2 cheminées? C'est parce que, là, vous voyez, si on fait un arrêt sur l'histoire, on devine, on pense très certainement qu'il y a eu précédemment un mur séparatif. Bien sûr, on a décloisonné. Voilà, mais donc aujourd'hui, l'état dans lequel nous récupérons ce bâtiment, c'est avec l'absence de cette cloison. Et donc, on a trouvé plus intéressant, si vous voulez, de repartir de cet état originel, ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, de toutes les pièces, où on a toujours cette analyse avec l'architecte des bâtiments de France, évidemment, mais sur le réemploi et le redevenir de chacune des pièces. 9 logements seront proposés à l'intérieur de ce 6 rue des Sœurs Macaron. Voilà, 9 logements, et comme vous le voyez là, ils sont plutôt des appartements de type T1 et T2, puisqu'on a voulu coller, si vous voulez, un petit peu à la situation locative de la ville, puisque la situation locative de ce centre-ville, elle est pour beaucoup appuyée sur des jeunes étudiants. Voilà, et donc on a voulu être présent et répondre présent sur cette offre locative du T1 et du T2. Vous avez dû faire appel à des historiens, parce que c'est un véritable travail d'histoire qu'il faut réaliser pour reconstituer cette ruelle. L'identification, la recherche historique de l'usage passé et de ses réemplois. Bravo, en tout cas, c'est un très très beau projet en ce qui concerne cette ville à l'instant où nous étions, 6 rue des Sœurs Macaron. On vous emmène maintenant à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ce sont 143 000 habitants et 1 600 000 personnes dans l'agglomération. On la surnomme la ville aux 1000 fontaines. Alors, elle bénéficie de 300 jours de soleil par an. On aimerait bien y vivre là-bas. C'est la première ville où les Français souhaitent aménager. Il n'y a rien d'étonnant à cela. C'est au 59 rue d'Italie que nous allons. Nous sommes à 5 minutes à pied du cours Mirabeau. Tout le monde connaît ou a vu au moins une fois sur des photos le cours Mirabeau. C'est au cœur du quartier Mazarin. C'est un bel immeuble de centre-ville, au 59 rue d'Italie. Il est typiquement aixois dans son architecture. C'est vrai, typiquement aixois, et notamment, si vous voulez, par la présence, voire même presque la surprésence, si vous voulez, de ces volets persiennés, puisqu'on les voit présents à chaque étage. On l'a dit, plus de 300 jours de soleil par an, il faut se protéger. Il faut se protéger, mais on en a vraiment là, ici, l'illustration, puisque donc, chaque fenêtre, vous voyez, est équipée vraiment de manière, on va dire, assez forte de ces persiennes. Donc c'est un élément, si vous voulez, qui évidemment annonce déjà, si vous voulez, la présence d'une grande lumière dans les appartements, d'un soleil. Et ça, évidemment, c'est toujours au bénéfice de nos résidents et de nos réalisations. Donc voilà.
Alors, cet immeuble, si vous voulez, il est intéressant parce qu'il amène en fait quelque chose qu'on ne soupçonne pas depuis la rue. C'est la présence de cette cage d'escalier ouverte à l'italienne. Qui là, je voyage, là. Voilà, là, je voyage. Qui permet cette respiration, si vous voulez, à chaque étage. Et ça, c'est vrai que depuis la rue, eh bien, on n'est pas capable de soupçonner la présence de cet élément très intéressant. Et évidemment, qui va être très important dans notre projet pour la restitution à la fois de ces escaliers, mais aussi, on le voit là, de ces portes d'accès à chacun des logements que nous allons recréer. Des sols en tomate. Voilà, donc une particularité aussi de cette opération, c'est la présence vraiment beaucoup de sols en tomate qui constituent finalement l'identité des sols de l'immeuble et aussi donc la présence de nombreuses cheminées qui animent chacune des pièces. Tous les artisans avec lesquels vous travaillez ont, j'imagine, un réseau tout à fait conséquent pour retrouver justement des éléments manquants si on arrive sur un sol en tomate légèrement dégradé. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce que nous sommes capables de faire, si vous voulez, c'est à la fois donc sur le plan des tomates, les défaire, les mettre en atelier, les brosser, les retravailler, et puis aussi par moments travailler, si vous voulez, avec des fabricants qui vont venir donc en terre cuite, venir nous fabriquer, que ce soit une tomate hexagonale, que ce soit une terre cuite, pour venir compléter, si vous voulez, et faire finalement un panachage sur l'ensemble des sols. Sachant qu'on prendra évidemment le soin d'être un peu plus épais, par exemple, dans les parties communes, puisque les parties communes, évidemment, sont appelées à recevoir plus de monde et plus de mouvement. Voilà ce qui fait une différence, si vous voulez, quand on regarde l'étendue de ces sols. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient vivre à l'italienne, mais en plein cœur d'Aix-en-Provence, il y aura 6 logements proposés. 6 logements, vous voyez donc là aussi une opération plutôt intime qui se développe à travers le studio et un certain nombre de 2 pièces. C'est une opération que nous devrions donc avoir livrée fin 2023, puisque nous avons déjà maintenant un peu plus de 12 mois de travail sur cette opération. Alors le gros travail, on l'a évoqué il y a quelques instants, ce sont effectivement les nombreux sols en tomates qui nécessiteront un travail particulier en vue de les restaurer, puis surtout travailler aussi sur la différence entre les parties communes et les parties privatives. La dernière thématique que nous allons aborder pour justement tous les projets de l'année 2021, c'est le déficit foncier. Il y a 3 opérations marquantes. La première, elle se situe à Versailles. On ne présente plus Versailles, 8 millions de visiteurs chaque année au château par an. 5e ville d'Île-de-France en matière d'emploi. Et c'est le pavillon Montesquiou qui nous intéresse. On est sur l'avenue de Paris, c'est l'avenue la plus prestigieuse de Versailles. Nous sommes à 25 minutes de Paris par le RERC. C'est très facile d'accès également par d'autres moyens de transport. Et nous allons nous intéresser à cette ancienne résidence du comte de Montesquiou, c'est cela ? Voilà, le comte de Montesquiou, donc, qui est une figure bien connu de la fin du 19e, qui est à la fois un dandy, un homme de lettres, un dandy puisque donc, à une époque il a même eu donc, sur place un théâtre dans lequel il recevait beaucoup. Donc voilà, donc c'est une résidence qui est bien connue, si vous voulez, des Versaillais. C'est un ensemble donc, qui est composé en réalité de 2 bâtiments. Donc on voit ici le premier bâtiment. Et ces 2 bâtiments, vous allez voir tout à l'heure de manière étonnante, sont séparés par un jardin, donc tout ça étant évidemment la même propriété, mais ces 2 bâtiments sont séparés par un jardin classé comme élément remarquable au regard du PLU. Donc évidemment, je précise qu'il n'y aura jamais de construction sur ce jardin, mais vous allez voir que ce jardin va devenir un jardin d'agrément pour nos résidents. Et voilà, on envie déjà, je crois, voilà, ceux qui vont pouvoir habiter voilà, à cet endroit de Versailles. Ça risque de susciter quelques jalousies, dirons-nous. Voilà, alors donc si on voit donc, voilà, le deuxième bâtiment qui répond donc au premier, second bâtiment donc, qui, lui, vous voyez, est équipé de son allée pavée, de son portail aussi, on le voit, donc on a 2 adresses, le 91 et le 93 donc, avenue de Paris, les 2 formant donc, l'entière propriété, et les 2 donc, détiennent ce portail. Voilà, donc une vue. Le fameux jardin remarquable. On a presque l'impression que c'est un champ. Vous voyez, c'est très grand, mais c'est très, très intéressant. Et tout ça est surplombé par un saule pleureur qui, donc, au beau jour, voilà, forme voilà, un feuillage assez impressionnant. Imaginez ça sur l'axe principal de Versailles, pratiquement. Voilà, donc là, on a vraiment toutes les commodités de Versailles, avec évidemment, comme vous l'avez rappelé, ces facilités d'accès à travers le RER et la possibilité donc, de venir résider dans cet environnement
donc évidemment plus que qualitatif. Alors l'extérieur est très beau, mais l'intérieur n'est pas en reste. Voilà, à l'intérieur, on est ce qu'on va appeler désormais des parties dignes de Versailles, hein, c'est-à-dire avec des parquets, avec des moulures, avec des escaliers, avec aussi la présence de cabochons, on va le voir. Voilà, donc cet immeuble lui-même possède de vrais atouts en matière de qualité patrimoniale, puisque vous voyez, sur les parties communes, on a des menuiseries, des baies très travaillées, très moulurées, avec des mascarons, avec la présence dans les parties communes de damiers, de mascarons. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est très beau, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. 13 logements, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un programme un peu intimiste, hein, quand on voit que par moment, dans l'immobilier neuf, on annonce des centaines et des centaines de logements. Voilà, là, simplement 13 logements, donc répartis sur ces 2 bâtiments, avec ces portails. Et je le dis aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé là, mais nous avons réussi sur la parcelle arrière à réaliser de façon très discrète la réalisation de stationnement. Donc on aura aussi la possibilité de pouvoir se garer. Et ça, évidemment, c'est aussi une force dans un projet de cette nature. Sans dénaturer le bâtiment et sans dénaturer le jardin remarquable que nous évoquions tout à l'heure. Vous le disiez, il y a un travail particulier qui va être effectué sur ce jardin. C'est l'élément central du projet, un des éléments centraux, dirons-nous. Et puis la remise en jeu des pavages extérieurs et des allées. Après Versailles, c'est à Strasbourg que nous partons. Une ville de 800 000 habitants, c'est l'Eurométropole, c'est le siège d'institutions européennes de premier plan. Nous sommes à 1h45 de Paris en TGV. Et nous sommes au 8 rue Charles Appel, c'est le quartier Condade. Nous sommes au cœur du quartier du Comtade. C'est très prisé par les Strasbourgeois, c'est proche du centre-ville, c'est mitoyen du parc du Comtade, c'est un peu le parc Monceau strasbourgeois, dirons-nous. Voilà, et donc, avant de vous parler directement de l'immeuble, je crois qu'il est intéressant de souligner ce qu'est la rue Charles Appel à Strasbourg, puisque cette rue donc, est bien connue des Strasbourgeois par le fait qu'un certain nombre d'architectes se sont essayés là-bas, dans cette rue, à l'Art Nouveau. Donc il y a une concentration, si vous voulez, d'immeubles Art Nouveau sur ce mouvement donc, appelé le Jugendstil. Et donc on a une rue, évidemment, bien qui est très 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 belle à l'œil, puisque bien cet Art Nouveau, c'est l'art d'orner les façades des immeubles. Et donc on voit comme ça toute une différence d'immeubles sur la composition de cette rue. C'est la carte postale obligatoire pour celles et ceux qui s'intéressent de loin ou de près à l'architecture. Exactement. Voilà. Et donc notre immeuble à nous, le 8 rue Charles Appel, donc on voit que c'est un immeuble début du siècle, élevé sur 5 niveaux. On voit qu'il est rythmé par ces balcons dégressifs. Hein. Vous voyez, on voit que en bas c'est assez large, au 2e étage c'est un peu plus étroit et on finit par quelque chose d'étroit. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui aussi s'intègre dans cette rue avec cette ordonnance composée donc, par notamment cette série de doubles fenêtres au centre du bâtiment. Alors, ce qui est intéressant sur ce projet, c'est qu'on est déjà pratiquement dans une circulation assez contemporaine. On est sur des volumes assez dégagés, assez grands. Voilà, c'est vraiment l'ADN un peu de ce bâtiment. On a des pièces à vivre très très lumineuses puisque chaque pièce de vie est équipée de 2 fenêtres. Et donc là, on le voit à travers d'ailleurs les photos, hein, c'est assez expressif. Beaucoup de lumière, beaucoup de... la présence vraiment de choses très très dégagées. Le projet consistera à réaliser combien d'appartements ? Alors le projet donc, va réaliser, on le voit ici, là, 10 logements. Hein, là aussi, donc, quelque chose d'un peu intimiste. On découvre la façade arrière. La façade arrière, avec un travail aussi très particulier, puisque sur la façade arrière, on va recréer un jardin partagé. Hein, c'est pas très grand, mais en tout cas, ça va nous permettre effectivement de créer pour les résidents quelque chose qui pourra se partager. Et donc, ça va être pour nous donc, une remise en forme de ce jardin qui fait partie du projet. Donc, on a 10 logements qui tournent autour du 2 et 3 pièces pour une livraison en fin 2023. On a évoqué tout à l'heure les volumes, et c'est vrai que l'espace favorise un aménagement intérieur assez poussé, et on va encore une fois jouer sur cette harmonie nécessaire aujourd'hui entre l'ancien et le contemporain. Après Strasbourg, c'est à Brignoles, une ville trop peu connue, m'avez-vous dit, cher Christophe. Ça se trouve où exactement ? Alors, c'est dans le Var. Donc, vous voyez qu'on est donc, face à la montagne des Baumes. Et donc, on est donc, à équidistance, si vous voulez, d'un côté donc, Aix-en-Provence, de l'autre côté Fréjus. On est donc simplement à 5 km, si vous voulez, de l'autoroute A8, celle qu'on appelle la Provençale.
Et donc je crois que ce qui fait une des forces de Brignoles dans les temps qui viennent, c'est cette facilité de mobilité, d'être à mi-distance entre ces grandes villes, et tout en étant dans une ville qui incontestablement a aujourd'hui, si vous voulez, on va dire une prononciation provençale à travers tout son patrimoine. La qualité de vie est reconnue. Vous nous emmenez dans l'ancienne maison des comtes de Provence, c'est rue des Lanciers. C'est l'ancienne ville consulaire, avec la présence du palais des comtes de Provence à partir du XVIe siècle. Et il est vrai que la ville garde encore la trace de cette histoire à travers quelques demeures majestueuses. Le déficit foncier de Brignoles, vous nous le présentez maintenant. Voilà, on voit ici donc un dessin représentant l'état donc projeté, avec une remise en valeur de tous les éléments propres à cette ancienne demeure. C'est-à-dire qu'on donnera l'accent sur les persiennes, les encadrements de fenêtres, les portes moulurées surmontées d'un poste, et puis évidemment la remise en jeu du jardin avec sa vue sur toute la vallée de la Sainte-Baume. Alors on a ici, vous voyez, en représentation photographique, quelques témoignages de la grande valeur patrimoniale de cette ancienne demeure. Je dois vous dire que j'adore les luminaires. Ça, c'était le dernier usage, donc oui. qui était un peu plus scolaire. Mais sinon, dans sa première formation, eh bien, ce bâtiment, on le voit à travers l'escalier. Un escalier d'honneur avec ses carreaux de ciment, ses pièces principales dotées de très très belles hauteurs sous plafond. On trouve, vous voyez, juste au-dessus de ce que vous décriviez, on a encore la présence de quelques rosaces. Il y a quelques rosaces, effectivement, il y a un travail de staffer à réaliser qui va être exceptionnel. Remettre en jeu. 18 logements vont être proposés là-bas. Voilà, 18 logements, et vous voyez cette photo, celui qui possédera évidemment cette capacité à ouvrir sa fenêtre dans ces conditions, évidemment, on l'imagine assez bien. Donc 18 logements, du T2 aux 5 pièces. On a favorisé notamment sur les parties rez-de-chaussée et l'exploitation du jardin. On a plutôt favorisé la présence de grands logements pour pouvoir mieux exploiter, si vous voulez, la jouissance des jardins. Le gros du travail, restitution du caractère provençal de l'édifice, persienne, sol méditerranéen, remise en jeu du jardin. À Brignoles, une ville d'avenir, c'est ce que vous pensez, parce que sa situation géographique est juste exceptionnelle, la qualité de vivre y est tout à fait acceptable, peut-être même plus. Et c'est une ville qui va bien sûr grossir et remporter l'adhésion de pas mal de gens dans les prochaines années. Nous arrivons maintenant au terme de cette présentation. Je dois vous dire que vous m'avez fait rêver à titre personnel, Christophe, et j'imagine que vous avez fait rêver toutes celles et ceux qui nous suivent maintenant à travers la présentation de ces projets dans les différentes villes. Quelques mots pour conclure, et puis j'aurai peut-être quelques petites questions supplémentaires à vous poser. Alors, effectivement, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est que l'offre François Ier, aujourd'hui, c'est une offre qui grandit chaque année, depuis maintenant 15 ans. Le groupe œuvre évidemment en ce sens. Ce succès, je dirais, s'explique de plusieurs façons. C'est d'abord le savoir-faire de François Ier dans l'identification de projets, toujours avec cette même constante, c'est la création de valeur. C'est vraiment, il faut amener de la valeur dans une opération. Et ça, je crois que c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est ce qui anime nos collaborateurs, que ce soit les équipes sur la partie du développement, sur la partie des travaux. Voilà, il y a toujours une notion de création de valeur pour faire en sorte qu'au moment de la livraison, il y ait cette fierté, si vous voulez, qui nous anime tous dans ces opérations. Moi, j'aimerais, de mon côté, saluer votre travail et votre philosophie, parce que du logement supplémentaire, on en a besoin, et l'actualité nous le démontre tous les jours. En revanche, pourquoi aller s'installer forcément en périphérie? Pourquoi construire en périphérie des villes lorsque l'on a déjà un bâti existant qui ne demande qu'à être restauré? D'autant qu'à travers justement les travaux que vous réalisez, on est sur un bilan carbone plutôt positif comparé à la construction ou à la démolition de bâtiments pour remonter des tours qui ne seront pas forcément esthétiquement plus jolies que ce qu'il y avait auparavant. Exactement. Voilà. Donc je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, donc nos opérations, si vous voulez, répondent à ce nouveau challenge, si vous voulez, cette nouvelle obligation environnementale qu'on a tous aujourd'hui, ce nouveau défi collectif. Et donc je pense que l'immobilier ancien, si vous voulez, mérite une attention particulière. Et c'est pour ça qu'on s'y emploie aujourd'hui, tous les jours. Si on pouvait dire, peut-être qu'on pourrait dire que demain, l'avenir est dans l'ancien, et plus particulièrement certainement dans l'ancien réhabilité que nous pratiquons tous les jours. Donc moi, je
j'encouragerai tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui nous accompagnent, à pousser leur formation sur nos produits, voilà, parce que ces prochaines années, eh bien, c'est là où on va, à coup sûr, de mon point de vue, revenir vers le traitement de cet immobilier ancien, notamment de ces centres-villes, pour abandonner, en tout cas, affaiblir certainement toutes ces constructions périphériques qu'on a pu voir naître ces 40 dernières années. Voilà, donc je crois que la réponse de l'immobilier ancien est une réponse, ce n'est pas la seule évidemment, mais c'est une réponse qui peut et qui sera apportée dans cette réponse environnementale qu'on a tous, si vous voulez, comme sujet sur ces prochaines années. Et c'est une bonne réponse. Alors on a essayé d'offrir une vision un peu panoramique de ce que propose le groupe François Ier à travers les réalisations opérées en 2020, les livraisons sur 2020, 2021 et tous les projets qui seront initiés sur l'année 2021. Rassurez-vous, si vous n'avez pas pu tout enregistrer, vous aurez la possibilité sur le réseau intranet du groupe François Ier de revoir ce programme. Voilà, donc à partir dans quelques minutes, vous pouvez donc vous connecter sur notre intranet. Je vous invite donc à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels, commerciaux, chez nous, et d'obtenir donc tous les éléments nécessaires que vous voudriez pour évidemment présenter nos opérations donc à vos clients. Voilà, eh bien écoutez, donc on peut dire merci. Merci donc à vous Stéphane de nous avoir accompagnés donc, pour ce nouveau rendez-vous François Ier. Et puis, eh bien, écoutez, normalement, on devrait avoir le plaisir de se retrouver donc, au mois de septembre, voilà, pour un prochain rendez-vous, une nouvelle offre, puisque on travaille, on est en plein travail déjà sur de nouveaux sujets qu'on a hâte de pouvoir vous présenter donc, à l'occasion de cette rentrée 2021. Et cela se fera soit de manière physique, soit comme on l'a fait à l'instant, avec des écrans et des caméras. Voilà, donc d'ici là, on va dire, portez-vous bien, hein, c'est le mot du moment. Prenez soin de vous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonne fin de journée.